Bonjour, je suis Grégoire Colombet, cofondateur du cabinet Pandora Associates et bienvenue dans la capsule IA du podcast Entreprise Curieuse, le podcast qui apporte des illustrations concrètes de la curiosité en entreprise. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Aldric Zappellini, Chief Data and AI Officer du groupe Crédit Agricole. Bonjour Aldric, est-ce que pour démarrer ce podcast, vous pourriez nous présenter votre poste et votre métier ? Bonjour, donc moi je suis directeur data et IA et Chief Data Officer du groupe Crédit Agricole. Alors ça recouvre beaucoup de choses, mais on peut schématiquement représenter ça avec un ensemble qui s'occupe de tout ce qui est gouvernance data IA, à la fois pour nos métiers et nos IT. Ça couvre la dimension stratégique, mais aussi des choses beaucoup plus terre à terre, comme les règles communes sur lesquelles s'appuient nos métiers et nos IT pour fabriquer des solutions data et IA. J'ai également des missions autour de l'accompagnement des transformations de nos équipes IT, donc dans le domaine de l'identité numérique, de la data et de l'intelligence artificielle. Et puis également des unités qui sont plus centrées autour de la fabrication, de la veille, de la R&D. D'un côté, un Data Lab Group, donc très proche de l'état de l'art, et puis qui développe aussi des solutions industrielles pour le compte d'autres entités du groupe. Et puis une AI Factory Group qui, elle, a des missions un peu différentes, même si elle est à l'intérieur du Data Lab Group, c'est d'accompagner la montée en maturité des entités. Et donc ça veut dire par exemple soit de les conseiller sur des choix technologiques, des choix organisationnels, soit de co-développer avec elles des solutions à l'état de l'art, de façon à ce qu'elles puissent par la suite le faire par leurs propres moyens. Très bien, merci. Et quel a été votre parcours pour en arriver à assumer ces fonctions ? Alors moi j'ai une formation d'ingénieur central Supélec. Comme beaucoup de monde, au début des années 2000, j'ai commencé dans le conseil. Et puis assez rapidement, j'ai voulu avoir des résultats assez tangibles, notamment en termes de transformation au plus près des métiers. Et donc j'ai fait le choix en 2005 d'intégrer le Crédit Agricole d'Île-de-France. Alors évidemment, quand vous venez du conseil, chose plus naturelle, c'est qu'on vous met sur les équipes organisation. Donc j'étais d'abord responsable d'organisation. Alors même un petit peu avant, responsable d'un projet transverse, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'était en 2005 et à l'époque, on était en phase de création de nouvelles agences. Et donc, on avait un programme de création d'une cinquantaine d'agences. Et en fait, il faut savoir que créer une agence, c'est quelque chose qui est extrêmement transversal dans une banque et ça mobilise tout un tas de corps de métier. Et donc, c'est très intéressant, c'est un bon point d'entrée pour apprendre à tout le fonctionnement de la banque, aussi bien les choses de processus interbancaires, parce qu'il faut déclarer les agences, etc. Des choses de marketing, de géomarketing pour savoir où les mettre, des choses d'animation commerciale, puisque quand une agence démarre et qu'elle vient juste d'être créée, ça démarre avec aucun client, et donc il faut les faire venir, il faut aller en conquête, etc. Et donc c'était une très bonne école. Assez rapidement, j'ai pris la responsabilité de l'organisation au sein du Crédit Agricole Île-de-France. Et puis au bout de quelques années, à partir de 2008, je me suis dit que ce serait quand même bien que je fasse un parcours dans les métiers bancaires de cette belle banque régionale. Et donc j'ai fait tout un tas de métiers différents, avec toujours une volonté, c'était d'arriver sur un périmètre pour le transformer. Et donc soit repositionner le service que je prenais en main, soit faire une transformation technologique ou de processus. Et puis également avec une attention particulière au fait d'avoir en parallèle de ces activités plutôt opérationnelles sur le bancaire, des grands projets pour l'entreprise. Et donc j'ai par exemple fait des métiers comme responsable des process crédit, du marketing, également de la banque en ligne, des plateformes téléphoniques. Mais en parallèle, j'avais par exemple tout ce qui est autour de la migration du système d'information, parce qu'à l'orée des années 2010, on a décidé au Crédit Agricole de centraliser les systèmes d'information des caisses régionales. Donc j'ai eu des responsabilités, projet Nice, donc j'ai eu des responsabilités dans ce cadre-là. Et puis un peu plus après, j'ai également pris en charge des sujets à caractère transformant pour le compte de l'entreprise, avec par exemple des responsabilités dans le cadre du plan à moyen terme de Crédit Agricole Île-de-France. Et puis en 2015, quand on fait un parcours comme ça, donc après 10 années dans la banque, en général se pose la question de savoir est-ce qu'on veut devenir dirigeant. Choix que j'ai fait, et quand on veut devenir dirigeant, on passe ce qu'on appelle un parcours au Crédit Agricole. Et à l'issue de ce parcours, ça donne le droit de candidater à un poste de directeur.
Chose que j'ai faite et sur Créa École SA, sur la structure sur laquelle je suis aujourd'hui. Et mon premier point d'entrée chez Créa École SA, c'était dans le domaine de la data, puisqu'il y avait déjà le Data Lab qui existait, et puis également du marketing digital. Et c'est à partir de là que ça s'est enchaîné. Ok, très bien. Et alors, on est pour le podcast de l'entreprise curieuse. Qu'est-ce que la curiosité évoque pour vous ? La curiosité, pour moi, je mets ça à la source du progrès humain, quelque part. C'est-à-dire que, si on monte très très loin, les premiers hommes qui ont décidé d'aller voir un peu à côté comment ça se passait, je pense que c'était motivé en partie par ça, probablement aussi par la volonté d'améliorer leurs conditions de vie, mais il y a plein de cas où, à mon avis, ils n'en savaient rien si le fait d'aller 10 km plus loin et de conquérir l'ensemble de la planète comme ça, ils allaient réellement vers un avenir meilleur. Donc il y avait une part d'incertitude. Et donc je pense que fondamentalement, c'est un processus très humain, la curiosité, qui fait que ça enclenche le progrès. Et donc c'est quand même basé sur une soif d'apprendre, sur une tolérance aussi à l'incertitude. Et quelque part, c'est une caractéristique qu'il faut conserver parce que c'est aussi ce qui garantit une adaptabilité dans tous les défis qu'on a à relever. Ok, alors comment est-ce que ça se transpose au monde de l'entreprise ? Qu'est-ce qui fait d'une entreprise que c'est une entreprise curieuse ? Alors, plein de choses, mais comme je l'ai cité tout à l'heure, première notion déjà, c'est cette soif d'aller voir des choses qui sont différentes. Donc ça peut être d'autres environnements. Et dans l'environnement, ça peut être très large, ça peut être d'autres activités, ça peut être d'autres façons de faire le même métier. Toutes les entreprises n'ont pas forcément cet esprit tourné vers l'observation de ce qui se passe dans le monde au-delà de leur propre process ou activité. Et donc ça, c'est important et je pense que ça part aussi de la curiosité et de la culture qu'on insuffle autour de cette curiosité pour les collaborateurs. Deuxième chose, c'est aussi supporter la fameuse incertitude. Alors, on appelle ça le risque aussi en banque, mais c'est sûr que si on prend jamais de risque et qu'on fait les choses de manière à ce que le taux de succès soit de 100% systématiquement, il y a peu de chances fondamentalement qu'on soit innovant et qu'on ait un caractère transformant dans ce qu'on fait. Et donc, il faut accepter cet aléa-là. Cet aléa, c'est ce qui permet aussi de dépasser un certain nombre de fonctionnements convenus. D'habitude peut-être un peu ancré, souvent on met ça dans l'aspect culturel. Si personne n'a cette volonté d'aller vers l'incertain et au-delà de ce qu'il connaît, forcément l'entreprise peut stagner, quoi. Et donc c'est quelque part, à l'échelle de l'humanité, on a vu que c'était quand même quelque chose qui garantissait le progrès. Je pense que c'est aussi de la même façon à l'échelle de l'entreprise. C'est que dans plein de configurations, les entreprises sont soumises à des aléas. On voit que ça va même d'ailleurs de plus en plus vite. Avant, pour couler une entreprise, il fallait parfois des décennies de mauvaise gestion. Maintenant, ça peut aller beaucoup plus vite. La concurrence peut arriver aussi beaucoup plus vite. Et donc, du coup, cette curiosité, elle est plus que jamais nécessaire dans toutes les strates de l'entreprise, que ce soit par cette volonté de s'approprier des fonctionnements, des technologies différentes qu'on peut observer dans d'autres environnements, ou par le fait de supporter que, effectivement, certaines choses qu'on pourra insuffler pourront être des échecs. Et vous savez, la phrase, c'est Nelson Mandela, c'est « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et donc ça, c'est important dans cette configuration-là. En ce qui vous concerne, comment est-ce que cette curiosité, vous l'avez mis à profit pour occuper finalement vos fonctions actuelles et pour quelque part faire tout le parcours que vous avez fait ? En fait, ce qui est important, parce que vous voyez, en 2005, j'arrive au Créa École Île-de-France. La réalité, c'est que j'étais à l'organisation bien avant, puisqu'en fait, j'ai fait une mission de 2 ans au Créa École d'Île-de-France auparavant. J'ai été recruté pour aller à l'organisation. Et il se trouve que 2 semaines avant de prendre mon job, il y a un DGA qui me convoque dans son bureau et qui me dit « Finalement, j'ai une autre idée. Vous n'allez pas aller à l'organisation. Vous allez aller sur le fameux projet, alors ça s'appelait Maillage Réseau, donc création de 50 agences. » Là, il y avait une solution toute simple, c'est de dire non, je ne vais pas faire ça, moi je fais de l'organisation. Et donc je dis mais ça consiste en quoi ? Expliquez-moi. Qui m'explique à peu près, ok, bingo, on y va, on verra bien de toute façon en avançant. Et donc ça, quelque part, c'est déjà un premier acte, c'est d'accepter ce changement un peu abrupt, l'incertitude qui va avec, mais aussi l'espoir que le fait de rentrer par cet endroit-là me donne une vision beaucoup plus transversale de tout ce qui se fait dans une banque. Et quelque part, me donnera aussi des préférences vers lesquelles je pourrais aller dans les prochaines années en fonction de ce que j'observerai, quoi. Et donc, premier aspect, curiosité, tolérance à l'incertitude, premier poste pris Créa École.
Au bout de, effectivement, 13-14 mois, le projet était sur les rails. Comme je dis, il y a beaucoup de chantiers, c'est très transversal. Ça va on trouve les bons lieux, on dépose les permis de construire ou les autorisations de travaux. Et puis dans une agence bancaire, c'est quand même pas simple, il y a beaucoup de choses à respecter. Jusqu'à les équipes sont staffées dans l'agence et puis on commence le plan de conquête pour aller récupérer des clients. Vous voyez, ça c'est quand même très panoramique. Et donc là, j'ai dit, maintenant c'est peut-être temps d'aller voir autre chose. Donc j'ai fait une passation à quelqu'un qui a pris le relais derrière moi. J'ai effectivement pris le poste de responsable d'organisation, mais déjà, c'était en 2006, dans un coin de ma tête, je m'étais dit, c'est important de le faire, mais pas de le faire uniquement dans une dimension où je pilote un portefeuille de projets. Je voulais être au contact, en fait, de l'innovation au sein des métiers. Et donc, très rapidement, il y a eu une opportunité qui est arrivée. Un projet vraiment très technologique. C'était 2006. C'était... alors, maintenant, ça paraît, on va dire... quasiment une évidence, mais à l'époque, en fait, on avait de la téléphonie analogique dans les agences, dans les sièges. Donc maintenant, l'analogique, on ne sait même plus ce que c'est, voilà. Et donc, on avait décidé de faire un projet qui combinait deux choses, c'est-à-dire une bascule plutôt technologique, c'est-à-dire de passer de l'analogique au numérique, mais de ne pas s'arrêter là, parce que ça, tout le monde le faisait, c'est de dire, on va en profiter pour tirer finalement la quintessence de cette bascule analogique numérique en couplant la téléphonie au système d'information. Maintenant, c'est une évidence, encore une fois, mais il faut se mettre dans le contexte de 2006. Et donc, on a fait une migration de téléphonie sur IP, couplée à un projet fonctionnel où on interfaçait complètement le système téléphonique au système d'information bancaire, avec, par exemple, des choses qui paraissent aujourd'hui très basiques, mais qui en 2006 étaient vraiment pionnières et innovantes. C'est vous recevez un appel, vous identifiez le numéro comme étant connu dans la base client, vous faites monter la fiche, vous mettez aussi un certain nombre de motifs pour rebondir pendant que le client vous parle. Tout ça, c'est du très basique, mais en 2006, je vous assure que c'était vraiment innovant et incertain. Donc on a fait ce projet-là dans la banque, donc Crédit Agricole de France, on l'a étendu à l'ensemble des caisses régionales. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était formidable, et je me suis dit, moi ce que je veux faire, c'est ça, c'est dire... Je pilote effectivement un portefeuille de projet ou des activités. On peut piloter un portefeuille de projet ou un portefeuille d'activités. Finalement, il y a plein de similitudes. Mais en même temps, je veux être aussi au cœur des transformations et donc avoir le leadership sur des projets qui vont changer les choses pour l'entreprise. Donc, les projets qui changent les choses pour l'entreprise, c'est des projets effectivement qui vont être très transverses, qui vont nécessiter beaucoup d'accompagnement du changement, en particulier quand ça impacte les réseaux, et puis qui vont avoir une connotation technologique un peu plus forte que les autres. On peut modifier un process, mais globalement, les modifications très transformantes, c'est celles qui s'appuient sur des nouvelles technologies pour changer la performance, changer la configuration et la réponse qui est donnée au client. Et la data à l'époque, c'était pas déjà un peu une curiosité ? En fait, il faut avoir en tête que la data, c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la philosophie sans le savoir. On en faisait, mais sans le savoir, tout est data. Dans la banque, les premiers usages de la data, c'est l'usage transactionnel, puis on a fait très rapidement ce qu'on appelle maintenant de manière un peu pompeuse la business intelligence. Ça s'appelait reporting à l'époque. Puis par exemple les scores d'aide à l'octroi sur le crédit, ça a été parmi les premiers usages. En 2005, on en faisait déjà. Et donc ce terme data en lui-même, finalement, il a soulevé un côté un peu ésotérique à cette matière, alors qu'en réalité, on avait l'habitude depuis des lustres, depuis qu'on a un système d'information, et même avant, parce que les écritures sur les registres papier, c'est de la data, au sens de la CNIL. Et donc, quelque part, ça nous paraissait naturel. Ce qui a un peu changé la donne, en réalité, encore il y a quelques exceptions, mais c'est quand même cette idée que c'est devenu un peu cœur dans la sécurisation et la protection des données avec le RGPD. Avant, on le voyait, mais de manière très sectorielle. Par exemple, moi, j'étais patron avant le RGPD, d'une cellule qui faisait des scores de crédit. À l'époque, il y avait quand même la loi informatique et liberté. Quand vous faisiez un score de crédit, donc vous utilisiez les données des clients pour statistiquement prédire un taux de défaillance, c'est ça un score de crédit. Il fallait déposer un dossier extrêmement volumineux auprès de la CNIL et disposer d'une autorisation préalable avant de passer en production le traitement. Alors, et c'était, à mon sens, en tout cas, plus compliqué encore que ce qu'impose le RGPD maintenant, ce qui m'amène aussi à relativiser. Vous voyez, souvent on dit à cause du RGPD, on ne peut rien faire. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses, parfois, qui nous empêchent de faire, qui ont plus trait au côté innovant, au côté pionnier, qu'au côté, il y a des réglementations, il faut les respecter.
Alors évidemment, parfois il y a des cas, effectivement, on ne peut pas les faire, mais on s'aperçoit souvent, en tout cas avec les valeurs du Crédit Agricole et notre éthique, que c'est des cas que de toute façon on n'aurait pas fait parce qu'ils ne sont pas dans l'intérêt du client, ou en tout cas ils ne sont pas dans le sens de l'alignement avec nos valeurs. Et alors, plus spécifiquement cette fois, en matière d'intelligence artificielle, quel est le rôle de la curiosité à votre avis ? C'est pas que l'intelligence artificielle, c'est pour toute technologie. En fait, la curiosité, c'est ce qui permet, à mon sens, de favoriser le lien entre une problématique business, et ça peut être très très rare. Quand je dis business, c'est pas uniquement les fonctions commerciales, c'est vraiment j'ai un service à rendre à des clients ou à des collaborateurs. Par exemple, les fonctions de support rendent des services aux autres collaborateurs ou aux autres directions. C'est cette curiosité, elle nous amène à imaginer finalement ce qu'on pourrait faire de mieux et à aller observer, capter à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, les meilleures technologies, les meilleures pratiques, les meilleures façons de faire qui peuvent transformer nos process et nos pratiques de façon à rendre un meilleur service. Et donc, quelque part, c'est ce qui insuffle la volonté d'amélioration continue, parce qu'on parle beaucoup de transformation, mais les réalités, je pense que c'est plus un processus d'amélioration continue globale au niveau d'une entreprise qu'il faut mettre en exergue. Pourquoi ? Parce que la transformation, en fait, ça suppose de passer d'un état stable, un état A, à un état stable B. En réalité, on voit déjà que ça ne fonctionne plus tellement comme ça. Les cycles technologiques sont tellement raccourcis qu'il faut régulièrement, tous les 3 mois, tous les 6 mois, insuffler des nouveautés. Et ces nouveautés, elles sont bien entendu aujourd'hui énormément drivées par la technologie, mais elles sont aussi dans l'état d'esprit, dans la démarche, dans le changement de pratique opérationnelle, dans le changement de culture. Et donc ça, c'est fondamental de s'appuyer sur la curiosité, on va dire, individuelle et sur la curiosité collective. Ça veut dire que quand on dit ça, il faut que la curiosité devienne, ou en tout cas l'esprit d'innovation devienne une culture d'entreprise, et il faut développer cette fibre-là chez certains collaborateurs. Certains l'ont, il ne faut pas l'étouffer, d'autres l'ont un peu moins, il faut la développer. Et c'est pour ça que ça doit être culturel, parce que si il y a quelqu'un qui est innovant, mais qui est dans une culture qui ne l'est pas, il va s'étioler et probablement partir, ou en tout cas ronger son frein. Et si quelqu'un est un peu moins innovant, ou en tout cas considère que c'est un peu moins à lui d'avoir cette initiative-là et cette curiosité, pour autant, ça ne veut pas dire que si on le met dans les conditions favorables, il n'arrivera pas à le faire. Et donc du coup, c'est très important de travailler au niveau culturel. Comme vous le disiez, il y a eu plusieurs vagues quelque part de transformation au cours de votre carrière. Question en fait toute faite, est-ce qu'il faut être plus ou moins curieux lorsqu'on s'attaque à des sujets comme l'IA que les autres transformations auxquelles vous avez été confrontés ? Alors, faut probablement être un peu plus curieux quand c'est des technologies qui ont une réputation d'être disruptives. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de concepts à comprendre, ce qui déjà nous fait sortir de notre territoire de confort. C'est le premier point. Et puis, en faisant sortir du territoire de confort, il y a beaucoup moins d'exemples sur lesquels on peut s'appuyer pour, par similarité, dire « bah oui, je vais le faire comme ça ». Finalement, les premiers outillages humains, ça a été d'observer peut-être un humain qui a utilisé un silex d'une façon bien particulière, et donc c'est un côté rassurant, il a réussi à l'utiliser comme ça. Moi, je peux le reproduire, et voilà. Quand vous êtes sur des technologies qui sont un petit peu plus disruptives, c'était le cas de l'IA générative, il y a vraiment cette terra incognita qui fait que vous avez un peu plus de mal à observer chez quelqu'un d'autre, dans un autre service, quelque chose de similaire que vous pouvez quelque part recopier. Recopier, c'est déjà quand même faire preuve de curiosité, parce que ça veut dire que vous reconnaissez le caractère innovant et que vous l'appliquez à votre façon de faire. Donc c'est un côté, on va dire, innovation incrémentale. Quand la technologie est très disruptive, il faut qu'on dépasse un petit peu le cadre de l'innovation incrémentale, de la similarité qu'on a pu rencontrer ailleurs, et donc forcément, ça met un peu moins à l'aise. Et donc du coup, en IA générative, alors demain, il y aura probablement le quantique, ou des choses comme ça, si on tire encore un peu plus loin, forcément c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Puis après, oui, il y a des choses qui mettent un peu mal à l'aise. Je prends un exemple tout simple sur lequel on a beaucoup buté, ça va un peu mieux maintenant avec les métiers et puis l'informatique. En IA, il faut avoir une tolérance à l'erreur, c'est-à-dire que l'IA qui fait 100%, ça n'existe pas. Dans la vision traditionnelle de ce que doit faire l'informatique, c'est 0 erreur. C'est-à-dire que vous avez un cahier de recettes, vous recetez, c'est bon ou c'est pas bon. Si c'est pas bon, vous refaites. Vous corrigez, voilà.
En IA, il a fallu faire accepter le concept qu'il y a une tolérance à l'erreur et que finalement, c'est pas une recette qu'on fait, c'est une évaluation. Et que si par exemple on a dit il faut être, que ce soit précis à 95% et qu'on évalue et que c'est 95, et ben on met en prod. Au début, les métiers là-dessus nous disaient bah non, il faut, on a vu des erreurs là dans l'échantillon de tests qu'on a fait, il faut corriger, etc. On dit mais non, c'est au-delà de 95%, on a convenu qu'on mettait en production. Donc vous voyez, il y a ces petites choses, ces petits concepts un peu différents qui sont liés à la technologie, à ses natures mêmes, qui font que bah oui, il y a un peu plus de dépassement à faire sur l'IA. Et puis au-delà de l'IA, des technologies qui présentent les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que sur lesquelles on peut pas s'appuyer sur un monde vraiment connu. Il faut aller au-delà. Vous avez été à la manœuvre de nombreuses initiatives qui ont précisément visé à faire grandir cette culture IA data au sein du groupe Crédit Agricole. Comment est-ce que vous avez réussi à susciter finalement ce surplus de curiosité à l'égard de ces nouvelles technologies, alors que parfois elles engendrent en fait certaines craintes? Là, ça fait peur. Alors, vous ne pourrez jamais l'éviter, la crainte. Hein. D'ailleurs, c'est même un petit peu plus compliqué parfois qu'on l'imagine. Bon, il y a ce que tout le monde voit, parce qu'effectivement, l'IA, c'est notamment depuis qu'il y a ces fameuses IA génératives, c'est entouré d'un certain halo médiatique. Et finalement, la crainte, c'est celle du grand remplacement, c'est tous les jobs vont être pris par l'IA et puis on n'aura plus rien à faire. Mais en réalité, quand vous regardez concrètement dans l'entreprise, il y a d'autres craintes. Il y a certains collaborateurs qui, eux, en observant un peu ce qui se passe dans leur sphère personnelle, disent bah, en fait, c'est pas qu'on va être remplacé, c'est que si on va pas plus vite sur l'adoption de l'IA, en réalité, on va se faire manger par la concurrence qui, elle, ira plus vite. Et donc, du coup, vous avez finalement des antagonismes à gérer au sein de la même population. Et il faut être assez humble par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut donner des éléments de réassurance, mais il faut avoir bien en tête que quand on dit on fait de l'acculturation sur l'IA, c'est pas parce qu'on va faire un plan d'acculturation qui va durer 3 mois ou 6 mois que le défi est gagné, ça va durer des années. Voire il faut instaurer cette acculturation en continu, parce que les technologies vont aussi évoluer. On aura peut-être de nouveaux points de repère en matière d'usage et d'impact de ces usages sur nos activités. Et donc, c'est des chantiers qui, pour moi, sont éminemment en continu et qui vont durer des années et des années. Ça ne nous met pas forcément à l'aise parce que souvent, vous voyez, la formation, on considère que c'est un peu one-shot. On a fait passer tous les salariés au travers d'un plan, ils ont subi des modules d'e-learning, ils ont pratiqué un petit peu et ça y est, c'est plié, on arrête. En fait, non. Il va falloir y aller de manière continue, régulière, par l'exemple. Et ce qui est important dans ce contexte-là, c'est aussi de systématiquement s'adresser pour dire ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire. Et vous voyez, moi je considère que le principal élément de réassurance qu'on a au sein du Crédit Agricole, c'est ce qu'on a réaffirmé il y a presque 2 ans maintenant par rapport à notre stratégie IA, c'est de dire on va d'abord essayer de définir, et même définir ce qu'on veut que nos collaborateurs fassent réellement. Et après seulement, on va aborder ce qu'on veut que l'IA fasse. Pourquoi ? Parce que c'est un système de délégation en réalité qui se met en place. On n'a pas justifié sur la place qu'on souhaite que l'humain occupe dans notre entreprise, c'est notre modèle relationnel. Par contre, on peut très bien dire, une fois qu'on a assumé et choisi ça, on veut faire en sorte que l'IA soit utilisée pour permettre cette place de l'humain plus contributive dans la relation client, dans l'interaction humaine. Et donc, ça veut dire qu'on délègue certaines tâches aux IA, qui peuvent être des tâches qui permettent de gagner en productivité. Donc, on emploie cette productivité pour faire des choses qui vont être plus importantes et à plus fort enjeu pour le client. Ça peut être aussi le fait d'utiliser l'IA pour mettre le client dans les conditions optimales d'avoir la meilleure interaction humaine possible. Donc, typiquement, vous êtes dans un parcours digital. Si vous le personnalisez grâce à l'IA, si vous le rendez plus fluide, parce que dans les enchaînements d'écran, le fait de remettre des justificatifs, c'est beaucoup plus fluide, vous savez déjà que de toute façon, quand s'il a besoin de l'interaction humaine, ça sera plus productif, parce qu'on l'aura libéré finalement des entraves, et c'est le même fonctionnement pour les collaborateurs. Nous, par exemple, sur un crédit immobilier, on préfère que le collaborateur il ait du temps pour parler au client de ce qui va se passer, par exemple, lors de sa signature chez le notaire, de pourquoi c'est important d'avoir une bonne assurance emprunteur,
plutôt que d'aller contrôler exhaustivement tous les justificatifs qui sont remis. Ça, on peut le déléguer à une IA dans un parcours digital où le client en autonomie chez lui, tranquillement, il pourra remettre ses PDF, ses documents, etc. L'IA le guidera et lui dira si c'est bon ou si c'est pas bon. Et quand le collaborateur récupérera, il aura le temps nécessaire pour mieux faire l'accompagnement du client. Et donc ça, c'est vraiment la quintessence du projet. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous êtes assez solide sur cette place de l'humain, ça veut dire que ce n'est pas une compétition en réalité. C'est une augmentation. Vous utilisez l'IA pour rendre possible le projet humain que vous avez. Voilà. J'insiste un peu là-dessus parce que toutes les entreprises ne fonctionnent pas comme ça. Et parfois, on a un peu l'impression que de la même façon qu'une vague va éroder la côte, l'IA, ça grignote petit à petit sur les tâches humaines. Et donc, du coup, on ne voit pas bien où on place la limite. Donc, c'est pour ça qu'on renverse et on dit la limite, c'est ce qu'on a choisi de faire à nos collaborateurs. Et le reste, c'est délégué. Et délégué, vous savez, on délègue, mais on contrôle. Donc ça veut dire que, in fine, il y a un contrôle humain quand c'est nécessaire. Donc typiquement sur l'IA générative, on n'ouvre pas une IA générative au client final. On considère que les propensions qu'elles ont à halluciner et des choses comme les risques d'attaque cyber font que ça doit augmenter les capacités de nos collaborateurs et ils doivent être en contrôle en fait du résultat de façon à ce que ça apporte une meilleure interaction avec le client. On parle parfois d'IA et de créativité, d'IA et de rapidité. Vous avez loué quelque part l'IA au service de l'humain. Comment est-ce que vous voyez une complémentarité entre IA et humain en termes de curiosité ? En fait, je pense que c'est une émulation. Évidemment, ça ne s'applique pas à toutes les activités, mais c'est vrai que moi, par exemple, vous voyez, j'ai un cas d'usage que j'aime bien, c'est je prompte et je force l'IA générative à me contredire. Et en fait, la contradiction, c'est aussi une source de dépassement qui permet de trouver de nouvelles voies, de nouveaux arguments, de nouvelles façons de faire pour répondre à des choses qui peuvent arriver. On est dans tout processus qu'on veut mettre en place, il y a forcément de la contradiction, consciente ou inconsciente d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des formes d'acceptation qui sont « j'accepte pour l'instant », mais en fait, je mets les grains de sable qu'il faut pour qu'en réalité, ça ne se passe pas si bien que ça. Et donc, du coup, moi, j'utilise beaucoup l'IA et dans ce processus interactif, où la contradiction amène à dépasser finalement la façon de faire et à avoir des pratiques qui prennent plus en compte le fait que il faut qu'on embarque les gens et qu'on arrive, quel que soit le profil du collaborateur finalement, à provoquer l'adhésion plutôt qu'à forcer, parce que forcer, on sait bien de toute façon qu'on le retrouvera en bout de chaîne quelque part. C'est aussi une IA, une sorte de compagnon qui peut être très utile, par exemple, pour challenger les idées. On voit que... alors, je dirais pas que c'est de la créativité, mais parce qu'en fait, ça va beaucoup dépendre de la façon dont on interagit avec l'IA et aussi de la façon dont nous, on voit notre processus créatif. Mais ça peut être un vrai guide pour structurer la pensée, les idées, et derrière, challenger aussi l'acceptabilité de ces idées-là. Donc là, on revient sur le processus un peu de contradiction. Et puis d'une manière générale, on voit en fait que, et là pour le coup ça correspond à un certain profil de collaborateurs, il y a beaucoup de personnes qui parfois ont un peu peur de la page blanche, c'est-à-dire de jamais pouvoir démarrer et puis enchaîner cette espèce de processus créatif qui fait qu'à partir du moment où on a le petit embryon sur lequel cristalliser l'idée et puis développer, ça part. Des fois il y en a, devant la feuille blanche, c'est plus dur, quoi. Et en fait avec l'IA, même si le premier jet est pas super, on a la garantie d'en avoir un, et donc la garantie de pouvoir enclencher en fait ce processus itératif. Et d'après vous, comment est-ce qu'on cultive encore une fois cette curiosité quand on collabore avec l'IA ? Je caricature, mais il arrive parfois qu'on pose une question à ChatGPT ou son équivalent, et on fait un copier-coller. C'est pas de la curiosité, c'est du discernement. Okay. C'est un peu différent pour moi. En fait, c'est un vrai point d'intention, parce que, effectivement, comme je l'ai dit, nous, on n'ouvre pas au client final ces IA génératives, donc on fait reposer quand même sur les collaborateurs le fait d'aller vérifier la réponse et ses sources, parce qu'on donne la possibilité d'afficher les sources qui ont permis, à partir de la connaissance de l'entreprise ou des caractéristiques du client, de composer la réponse. Mais la vraie exigence, en fait, c'est qu'on s'aperçoit que quand ça a été juste 10 fois de suite,
c'est très dur de maintenir un réflexe auprès des collaborateurs qui est de systématiquement vérifier. C'est très humain. Donc là, il y a un vrai défi managérial, il y a un défi de formation. Et avant même la formation, parce que quand on dit formation, souvent on dit formation professionnelle, c'est-à-dire les collaborateurs qui arrivent chez nous, en fait, ça se joue bien avant. Vous voyez, le discernement, en fait, quand on regarde de très près, il n'est pas certain en fait, qu'il y ait des objectifs pédagogiques dans les parcours scolaires qui soient spécifiquement liés au discernement. Dit autrement, ça veut peut-être dire que ça repose sur l'enseignant et sa volonté de faire des enfants qui suivent une scolarité, des citoyens qui ont leur discernement, et pas forcément sur un objectif pédagogique intrinsèque à toute matière. Et donc je dirais que ça démarre beaucoup plus tôt que ça. Et c'est fondamentalement important parce qu'avant même les IA génératives, vous voyez, les deepfakes existaient déjà. Alors évidemment, avec les IA génératives, là, ça, c'est un effet démultiplicateur énorme. Et puis il y a aussi les bulles informationnelles qu'on connaît bien sur les réseaux sociaux. Et donc finalement, ce discernement, on voit que dans la vie au quotidien, il sert énormément et que si on ne le cultive pas et qu'on ne prend pas garde, il pourrait bien disparaître et nous emmener effectivement vers ce que dans d'autres pays on appelle les alternative facts. L'idée que finalement les opinions ont la même valeur que les faits et que finalement la science n'a pas plus de valeur qu'une opinion puisque la science est basée sur des faits, mais comme les faits sont eux-mêmes interprétables, c'est pas si grave que ça finalement si on assène des choses sans faits. Et voilà. Et donc du coup, vous voyez, c'est quand même tout ça est très enchevêtré. Pour moi, c'est pas fondamentalement ça, c'est pas la curiosité, c'est vraiment le discernement et la capacité en fait à prendre de la hauteur sur un résultat ou sur une information quelle qu'elle soit et à s'interroger un peu avec la démarche du scientifique sur qu'est-ce qui pourrait justifier ce résultat-là, comment il est composé et est-ce qu'il y a des éléments tangibles qui peuvent le contredire. Voilà. D'ailleurs, j'ajoute un point, la question n'est pas posée, mais je me saisis de cette question-là. Peut-être qu'il faut lier cet esprit de curiosité et remonter beaucoup en amont. Je pense que c'est très intrinsèquement lié à l'ennui. Et moi, en tant que père, j'ai une anxiété, c'est que mes enfants s'ennuient jamais en réalité. Et avec le numérique, ils ont toujours quelque chose à faire, voilà. Et puis même nous-mêmes en tant que parents, en gros, on a une trouille, c'est que les gamins s'ennuient, et donc du coup, on leur met des agendas de bêtes. Pendant les vacances, il faut qu'ils fassent s'enterrer, le machin, etc. En tant que parent, il ne faut pas qu'ils s'ennuient. Mais en fait, est-ce que l'ennui n'est pas le début d'un processus de curiosité individuelle ? Et moi, je m'ennuyais, mais vraiment beaucoup quand j'étais enfant, parce que j'étais dans un petit bled à la campagne, et donc comme les vacances d'été, ça dure 2 mois et demi, si vous ne partez pas en vacances, ce qui était parfois le cas, et pour le coup, vous êtes quand même très longtemps au milieu de nulle part, et donc l'ennui, ça, c'est ce qui vous permet aussi, je prends un exemple tout simple, vous avez une casserole qui est en train sur le feu, ça se met à bouillir, quoi. Mais il y a un truc pas logique, je sais pas si vous avez remarqué, les bulles, en fait, elles partent du fond de la casserole. C'est pas logique. Si ça bout, en fait, quand vous mettez une soucoupe d'eau comme ça, elle s'évapore, vous voyez pas de bulles qui partent... Voilà. Et elles partent du fond de la casserole. Je me dis, mais pourquoi ça part du fond de la casserole ? En fait, il y a un truc qui va pas, là. Et ça, c'est le début du processus de curiosité. Alors, c'est presque une dimension scientifique. Est-ce que, de manière individuelle et après, on va dire culturelle et collectivement, on garde le même étonnement si on s'ennuie pas ? Je suis pas sûr. Et donc, c'est quelque chose sur lequel il faut porter notre attention, je pense. Est-ce que ça ne devrait pas servir à ça, l'IA, finalement ? De venir avoir du temps pour être oisif et, entre guillemets, avoir le temps de s'ennuyer pour être curieux ? Sauf qu'on ne l'utilise pas vraiment pour ça. En fait, on l'utilise pour consommer. En fait, pour moi, le temps pour être oisif, c'est un temps... ça dépend de ce qu'on appelle oisiveté, mais c'est un temps vraiment où notre esprit n'a aucune autre source de mobilisation que ce qu'il va lui-même inventer pour justifier son fonctionnement. Observez dans votre vie au quotidien, dans combien de temps par jour ou par semaine vous êtes confronté à ça. Revenez avec la réponse et vous verrez que c'est pas souvent. Ce qui veut dire que nos sociétés quand même vont vers une charge mentale toujours plus élevée, mais qu'on est peut-être responsable avec les outils qu'on consomme de cette charge mentale. Parce que des moments, je pense que l'esprit a juste besoin de n'être occupé par rien de subi. Et le digital, l'écran, le truc qu'on s'impose, c'est subi peu ou prou pour l'esprit.
et de pouvoir divaguer un peu comme bon lui semble, et de penser en pensée, justement de faire naître quelque chose qui peut être innovant, qui peut être une curiosité, une envie d'apprendre autre chose, une envie d'observer un phénomène tout simple, naturel, etc. Quoi, voilà. Ok. Et alors, par curiosité, quelle est votre vision de l'avenir de l'IA ? Je suis pas prospectiviste, mais on voit de toute façon que peu ou prou, on va adopter l'IA et que ça va aller se diffuser dans énormément de processus, d'activités, d'outils. Alors, soyons clairs, déjà dans notre poche avec le smartphone, c'est truffé d'IA depuis des années. Donc on parle beaucoup d'IA parce qu'il y a eu effectivement le halo médiatique IA générative, mais la réalité c'est que depuis 10 ans, dans ce que vous avez dans votre poche avec le smartphone, c'est truffé d'IA, quoi. Voilà. Et donc ça veut dire que déjà l'objet du quotidien qu'on manipule le plus souvent nous confronte déjà à cette utilisation de l'IA. C'est un peu différent en univers professionnel, puisqu'en fait l'IA, comme c'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quand même une technologie qui nécessitait beaucoup d'expertise pour être mobilisée. On l'a cantonné quand même dans de rares occasions où effectivement il y avait soit des gisements de productivité, soit des gains particulièrement importants. Là, le mouvement auquel on est confronté, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, une accessibilité vraiment accrue qui est liée à la modalité d'interaction qui a été déployée là, en novembre 2022 avec ChatGPT. Quand même une idée de génie de pouvoir dire, tu peux, quelles que soient tes compétences, tu peux manipuler ta propre IA. Alors, au début imparfait, parce que vous voyez, la notion de prompt engineering, c'est pas non plus accessible au commun des mortels, mais vous voyez bien que aujourd'hui les IA qui sortent, elles sont toujours de plus en plus simples à utiliser. Les IA génératives, je parle, avec cette capacité à émuler un raisonnement, à simplifier la modalité. Par exemple, on peut lui parler, on peut lui écrire, on peut lui faire interpréter des images, etc. Et donc, quelque part, ça nous emmène vers une adoption, je dirais pas massive ni brutale, c'est pas une révolution en tant que telle, où en tout cas on pourra le qualifier, mais peut-être dans 10, 15, 20 ans. En revanche, je pense que ce qui est important, c'est de l'adopter, mais sans renoncer finalement à nos valeurs, c'est le premier point, aux besoins de sécurité. Et dans sécurité, il y a beaucoup de choses. Pour une banque, par exemple, sécurité, c'est protéger les données des clients, c'est faire en sorte que le système d'IA ne leur porte pas préjudice. Les valeurs, c'est l'éthique, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser de l'IA pour ce qu'on ne s'autoriserait pas de toute façon à faire sans IA, quoi. Si c'est pas bon, c'est pas pour l'intérêt de nos clients. La partie sociétale aussi, si c'est à un moment donné, il faut placer un curseur et dire il y a des choses, non, ça ne justifie pas qu'on prenne de l'IA parce que l'impact sur les ressources est trop important, etc. Et donc je pense que moi, quoi qu'on en dise, on va adopter l'IA. La question, ça sera notre capacité à le faire de manière conforme à notre éthique, nos valeurs et aux besoins de sécurité des clients et de la société. Si je projette encore un peu plus loin, en fait, on s'aperçoit que vraiment ce qui a souvent changé la donne dans l'univers technologique, c'est des technologies à usage général. L'informatique, technologie à usage général. On voit qu'en fait, début des années 80, première boîte avec de l'informatique, début des années 2000, il y avait encore des PME qui n'étaient pas informatisées. Donc ça a pris plus de 20 ans. Même un peu plus si vous allez sur les petites PME ou les TPE. Probablement qu'on va suivre ce cheminement-là sur l'IA, avec à mon avis une différence, c'est que l'adoption ne sera pas forcément liée aux moyens de l'entreprise, comme ça l'était pour l'informatique. Pour l'informatique, on voyait bien que les plus grosses sont parties en première, après les moyennes, après les petites. L'IA a quand même ce côté de démocratisation, l'IA générative en tout cas, ou peut-être que ça sera même plus simple dans des entreprises plus petites qui ont moins de contraintes en termes de sécurité de leur système, d'adopter cette IA générative. Beaucoup parlent des agents. Moi, je suis assez prudent parce qu'il y a eu une première phase IA générative, révolution, d'ici 2 ans, la face du monde a changé. On voit bien qu'on est 2 ans après, elle n'a pas changé. Pour autant, ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Pour moi, la courbe, elle peut être très lente au début et puis elle est beaucoup plus vite après. Il faut se souvenir aussi de l'Internet. L'Internet s'est monté assez lentement au début. Vous pouvez l'observer assez bien par rapport à Amazon, en fait. Amazon, ils ont fait des pertes pendant quasiment 8 ans sur la marketplace. Alors, évidemment, l'idée de génie, c'était le Amazon Web Service. Donc c'est avec ça qu'ils ont fait une partie de leur croissance. Mais
En fait, vous regardez la courbe des résultats d'Amazon, elle est très liée à la courbe de pénétration d'Internet et puis des pratiques sur Internet. C'était une bulle. On se souvient bien qu'au début des années 2000, elle s'est bien effondrée. Pour autant, ça n'a rien changé au processus d'adoption. C'est-à-dire que 20 ans après, ça a effectivement été une révolution qui a transformé tous les usages, toutes les façons de faire, qui a eu aussi sa part de responsabilité dans l'essor de l'IA, puisqu'en fait c'est à partir de l'avènement d'Internet en fait, qu'on a pu capter beaucoup de données. L'essor d'Internet a aussi permis qu'il y ait des infrastructures qui se constituent et donc que le coût et des capacités de calcul soient plus faibles. Et donc vous voyez que cette technologie à usage général, en réalité, elle a complètement changé la face du monde, l'informatique, l'Internet. Peut-être que c'est ça qu'amènera l'IA. C'est encore un peu tôt pour le dire. Et de toute façon, il ne faut pas qu'on soit cantonné dans l'attentisme. C'est-à-dire que le pire des scénarios, si on investit pour une adoption raisonnée et maîtrisée de l'IA et qu'il ne se passe pas grand-chose, au pire, on a perdu un peu d'énergie. Si on n'investit pas, c'est peut-être ça qui nous disrupte et qui fait qu'on n'existe plus sur la face du monde. Et donc, du coup, il y a un peu le pari de Pascal, c'est-à-dire qu'il vaut mieux y aller conformément à nos valeurs, quoi qu'il se passe, plutôt que de ne pas y aller en faisant un pari à pile ou face à 50-50, en disant j'y vais pas parce que si j'y vais et que j'ai travaillé pour rien, j'aurais perdu, sauf que travailler pour rien, c'est une chose, ne pas être dans le match et disparaître, c'est autre chose. Pour ça, il faut être curieux. Il faut être curieux, si je peux me permettre une pointe de... on va dire un peu plus piquante, c'est que je pense même qu'il faut être un peu plus aussi paranoïaque parfois si tu te places du côté du monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que la vérité d'hier, qui était que finalement on a le temps de se retourner, la planification stratégique peut apporter énormément de choses, c'est plus forcément celle d'aujourd'hui. Et donc des choses qui peuvent paraître très anecdotiques au regard des capacités technologiques et de leur accélération peuvent en réalité très rapidement vous disrupter ou entraîner votre chute. Alors on a toujours l'effet Kodak en tête, mais là aussi ça a pris beaucoup de temps, mais Kodak n'a pas disparu parce qu'ils n'avaient pas la technologie, Kodak a disparu parce qu'ils n'ont pas eu cette ouverture de dire que le modèle extrêmement rentable sur lequel ils étaient pouvait bien disparaître et que rapidement quelqu'un pourrait les remplacer. Donc ils sont morts en ayant la solution à leurs problèmes, quoi. Ce qui est un truc peu conventionnel quand même. Ils n'ont pas été assez paradés. Ils n'ont pas été soit assez curieux et à l'écoute en fait de ce qui pouvait se passer, soit pas assez parano. Ça dépend. Le patron d'Intel disait seuls les paranoïaques survivent. Il avait un peu raison dans le domaine des affaires. C'est parfois ça, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Aldric. C'est la fin de ce podcast et on aura grand plaisir à prolonger notre